Bonjour à tous, c'est Nico dans son studio avec une grosse galère de micro. Soyez les bienvenus dans le vlog de l'alternant épisode 2. Aujourd'hui, on va parler de magie. Alors, la magie, pour moi comme pour beaucoup d'entre vous, c'est tout ce qui ne peut pas être expliqué par les sciences exactes aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui est inexplicable. Alors vous me direz, quel est le rapport entre la magie et le vlog d'un étudiant en pédagogie? Eh bien le rapport il est ici. Pour certaines personnes, pour des personnes qui ont été déçues par l'éducation, pour des personnes qui ont du mal à apprendre, le simple fait d'apprendre peut s'apparenter à de la magie. Aujourd'hui, on va démystifier l'apprentissage et vous donner les clés pour apprendre à apprendre. Alors tout le monde s'est arrêté à une vision très scolaire de l'apprentissage. En effet, tout le monde se rappelle de ces longues listes de dates à apprendre en cours d'histoire par exemple. Aujourd'hui, je suis sûr que si je vous dis 1515, vous me répondrez Marignan. Est-ce que vous êtes capable de remettre Marignan dans son contexte? Moi non plus. Voilà une très belle illustration. Apprendre, ce n'est pas que mémoriser. Apprendre, ce n'est pas que du par cœur. Apprendre par cœur ne vous permet pas de resituer les choses dans leur contexte. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi. Pour essayer d'être un meilleur pédagogue, j'ai décidé de me mettre à la place de l'étudiant. Alors vous me direz c'est facile, je suis moi-même étudiant en ce moment. Donc, le plus grand sujet sur lequel je travaille aujourd'hui, c'est le sujet apprendre à apprendre, c'est-à-dire comment maximiser les méthodes de l'apprentissage pour être sûr de comprendre, de retenir et d'être capable de se resservir de son savoir le moment venu. Alors apprendre c'est quoi? Apprendre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas que mémoriser. Pour apprendre, il faut avant tout être capable de comprendre. Ne vous détrompez pas, avoir appris quelque chose par cœur c'est bien. Par contre, si vous êtes incapable de le replacer dans son contexte, votre savoir va être difficilement applicable. Apprendre, c'est donc mémoriser, comprendre, mais pas que. C'est aussi être capable de reprendre son savoir et de s'en servir dans un contexte précis, dans le contexte où il s'applique. Alors du coup, quels sont les meilleurs moyens pour apprendre? Un des moyens les plus efficaces, c'est d'essayer de restituer son savoir. Prenez l'un de vos proches, votre épouse, vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs, et le soir, essayez de leur expliquer ce que vous venez d'apprendre. Si vous réussissez à leur expliquer et s'ils ont compris, à ce moment-là, vous devez avoir compris vous aussi. Un autre biais très efficace pour apprendre, c'est l'erreur. En effet, on a trop été habitué dans le milieu scolaire standard au fait que l'erreur soit une faute. Or, ce n'est pas le cas. Si vous avez fait une erreur, vous êtes capable d'en apprendre. Et si vous êtes capable d'apprendre de vos erreurs, à ce moment-là, vous serez capable de comprendre. Alors, quelle est la démarche? On va tenter de dépasser notre erreur. Ici, la notion de dépassement est importante, parce que si vous êtes capable de dépasser votre erreur, c'est une forme de dépassement de soi. Ce sera donc en soi une récompense. S'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre ou à retenir, la première question à vous poser, c'est où se situe mon problème, où se situe mon erreur. Si vous êtes capable de la situer, alors vous serez capable de l'éviter à l'avenir. Mais comment? J'ai fait une erreur. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien c'est là la deuxième question à vous poser. Quelles sont les circonstances qui m'ont amené à commettre cette erreur? Si vous êtes capable d'identifier à la fois le lieu et les circonstances dans lesquelles vous avez produit cette erreur, il y a de fortes chances pour que vous ne la reproduisiez plus. À ce moment-là, vous avez appris quelque chose, vous avez compris quelque chose. Si vous associez ce savoir un petit peu empirique par l'erreur à la mémorisation dont on a parlé tout à l'heure, vous obtiendrez une meilleure compréhension. Vous apprendrez déjà un petit peu mieux. C'est à ce moment précis qu'arrive votre récompense. Vous avez dépassé votre erreur. Vous pouvez donc passer à la suite. Vous pouvez avancer. Ce que je viens de vous dire là, vous serez capable de le retrouver dans tous les bouquins de pédagogie, notamment les livres sur apprendre à apprendre. Oui, mais voilà, chaque personne est différente. Chaque personne a son contexte, chaque personne a sa personnalité, et donc, par extension, chaque personne a sa propre manière d'apprendre. Par exemple, je suis quelqu'un qui a une très bonne mémoire auditive. Comment ça se traduit chez moi? Très simplement, quand je relis mon cours, je ne me contente pas de lire, j'entends une voix qui me le dicte. De cette manière, je retiens mieux mon cours et je le retiens plus rapidement. Certaines personnes ont une mémoire dite mémoire visuelle, c'est-à-dire que ces personnes sont capables de retenir, d'enregistrer des choses qu'elles voient. Dans ces cas-là, prenez l'habitude de construire des schémas.
Hiérarchisez bien vos informations, donnez-leur un sens, une coordination, et à ce moment-là, vous serez capable de mieux mémoriser, et donc de mieux apprendre. Il est également reconnu en neurosciences une troisième forme de mémoire, une mémoire qui est liée au mouvement. N'hésitez pas donc à produire une certaine chorégraphie pour être capable de retenir vos informations. Néanmoins, ces trois formes de mémoire sont à travailler tout en même temps. Il y a fort à parier que vous en privilégiez déjà une. Ce qu'il faudrait faire, c'est développer les deux autres. Si vous disposez d'une mémoire auditive, essayez de dessiner des schémas et de coordonner vos informations. Si vous disposez d'une mémoire visuelle, essayez l'exercice de relire votre texte et de faire comme si vous l'écoutiez de la voix de quelqu'un d'autre. Si vous disposez d'une mémoire de mouvement, essayez soit le visuel, soit l'auditif. Petit à petit, vous développerez des nouvelles techniques de mémorisation et vous pourrez passer à un niveau supérieur. Vous savez que vous aurez atteint un optimum quand vous serez capable d'utiliser un petit peu de ces trois techniques. À ce moment-là, votre mémoire très entraînée sera capable de fonctionner au mieux de ses capacités. N'hésitez pas à user et abuser d'outils très simples que vous pouvez trouver sur Internet. Je vous conseille notamment les logigrammes, les schémas et les mind maps. Pour faire en sorte que toutes ces méthodes fonctionnent au mieux, vous avez quelques clés à utiliser. La première de ces clés, c'est de donner de l'ordre à vos idées, c'est de donner de l'ordre à ce que vous devez retenir. Encore une fois, chaque personne apprend à sa manière. Utilisez donc votre propre technique de hiérarchisation et à ce moment-là, les idées bien ordonnées et mises dans un sens logique seront beaucoup plus faciles à retenir. Vous devez faire en sorte également d'avoir une vision globale du sujet que vous étudiez. Plus votre vision macro sera bien développée et plus il sera facile pour vous de passer aux détails. Une fois que vous avez réussi à passer à ce nouveau niveau, c'est-à-dire une fois que vous avez eu votre vision globale, hiérarchisée et que vous avez réussi à rentrer dans le détail, il faut maintenant mettre votre savoir en pratique. En effet, il n'est jamais plus facile de retenir une chose que quand on l'a pratiquée. N'hésitez donc pas à chercher de vous-même de nouveaux exercices. Lors de cette mise en pratique, vous allez fatalement faire des erreurs. Et à ce moment-là, on en revient au début de la vidéo. C'est-à-dire que vous devez accepter le fait que vous fassiez des erreurs, trouver d'où vient l'erreur et ensuite comprendre pourquoi vous l'avez faite. Ainsi, vous avez créé un cycle itératif. C'est-à-dire que, se basant sur votre apprentissage et votre mise en pratique, vous allez pouvoir vous appuyer sur vos erreurs pour passer à l'apprentissage suivant, puis à sa mise en pratique et sur ses propres erreurs, etc., etc., etc. Quand vous serez arrivé au niveau de mise en pratique où vous ne faites plus du tout d'erreurs, vous venez d'apprendre une leçon. Un dernier thème que je vais aborder dans cette vidéo, qui est un petit peu plus longue que d'habitude, puisque la vidéo de vendredi n'a pas eu lieu à cause d'un emploi du temps chargé, ça va être la mise en valeur. En effet, on ne retient jamais aussi bien que quand quelque chose a de la valeur pour nous. Vous devez donc trouver une mise en pratique, une application qui aille avec vos passions et vos loisirs. En effet, le savoir est intimement lié à l'émotion. Je vais vous donner un exemple très concret. Je suis une personne qui a tendance à être stressée en période d'examen. Alors cette notion-là, elle est très empirique, vous l'avez déjà pratiquée. Quand on est stressé à un examen, nos capacités de réflexion sont réduites. Nos capacités d'utilisation de notre mémoire est réduite. Pour faire court, si vous êtes stressé quand vous passez un examen, vous ne vous rappelez plus forcément aussi bien ce que vous avez appris et vous avez plus de mal à le mettre en pratique. Ici, c'est un impact direct de l'émotion sur votre apprentissage et sur sa mise en pratique. Alors si les émotions négatives ont un impact plutôt négatif, parce que le stress peut aussi avoir un bon impact. Un petit peu de stress peut vous permettre de vous dépasser, vous pousser à aller plus loin. Alors une émotion positive, avoir envie d'apprendre, ça va vous faciliter également toute la période d'apprentissage. Si un sujet vous motive, si vous avez réellement envie de l'étudier, à ce moment-là, vous trouverez des facilités à apprendre, vous trouverez des facilités à mémoriser, vous ferez toujours des erreurs, mais vous en tirerez des meilleures leçons. Comme vous avez peut-être pu vous en apercevoir, je suis une personne qui est très connectée avec les émotions, les miennes, mais également celles des autres, ce qui me donne des facilités en pédagogie, car j'arrive à comprendre et à entrevoir les émotions de mes élèves, et à ce moment-là, j'arrive à mieux les guider. C'est une facilité quand on est pédagogue, c'est aussi un problème, parce que quand on est empathique, on a tendance à emmagasiner les émotions des autres. Et pour le corps, ça demande énormément de force, c'est donc épuisant. En effet, il faut faire preuve de beaucoup de force pour ne pas se laisser déborder par les émotions des autres, car elles viennent se mêler à nos situations personnelles, et nos situations personnelles ne sont pas toujours très simples à gérer. En résumé, pour moi, les bonnes qualités d'un ingénieur pédagogique, c'est d'être empathique et fort psychologiquement. Vous devez donc apprendre à vous nourrir de vos émotions et à vous nourrir de celles des autres.
Vous devez être capable de gérer vos émotions positives comme négatives, de gérer les émotions négatives de vos élèves et de les transformer en émotions positives pour qu'ils puissent créer de la valeur dans votre enseignement. C'est un petit peu mon moteur et j'espère que ça deviendra aussi un jour le vôtre. En attendant, mon moteur est un petit peu fatigué, donc je vais arrêter là pour ce soir. Pour information, j'ai déjà tourné cette série 3 fois. À chaque fois, j'ai eu des problèmes de micro et là, je viens juste d'essayer de trouver un petit réglage. C'est pas encore parfait, mais c'est moins pire que les sessions précédentes. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'ai pas pu rattraper ma vidéo de vendredi ce week-end. J'ai essayé, mais malheureusement, le résultat était désastreux. Alors, je vais passer au montage. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Prenez soin de vous. C'était Nico. Axio.